Autrefois, les cavernes étaient des espaces divins et leur pénétration devenait un voyage initiatique, chamanique, une passerelle entre deux mondes, un accès vers le spirituel, car la foi a toujours trouvé dans le silence des profondeurs de la terre un lieu propice au mystère. Bernard Rudowski, l'architecture insolite. Ce site de Calès, où des hommes depuis la préhistoire ont vécu, ont travaillé et ont été inhumés, porte l'empreinte de toutes les religions qui s'y sont succédées. Ce site est sacré par les vestiges du temple augustéen, découvert à l'emplacement des chapelles Sainte-Marie et Saint-Jean, et la découverte que j'ai faite de stèles épigraphiées dédiées à plusieurs divinités du panthéon gréco-romain qui prouvent que ce lieu était un lieu de culte extrêmement important à cette période. Méconnu et pourtant universel, l'habitat troglodytique a autant fasciné qu'effrayé les hommes depuis la nuit des temps. La pierre, la terre, la matrice, se cacher, s'isoler, se protéger, se défendre. Calès, l'histoire d'un lieu dont on sait peu de choses, datation incertaine, tribu à transmission orale, éboulement, érosion. Calès la mystérieuse, Calès l'impassible. Oh! Je vous ai vu, dans ma tête, dans une vision, je vous ai vu. Il se passe quelque chose d'incroyable ici. Hein. Mais où est-ce qu'on est? Qui êtes-vous? Venez vous asseoir, je vais vous expliquer. Alors, je m'appelle Willy Renaud, je suis un passionné d'archéologie, je suis un amoureux inconditionnel de ce site de Calès depuis ma plus tendre enfance, et j'y passe des heures. Je suis aussi le membre de l'association de Calès-Saint-Denis qui s'occupe de la protection du site. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est un trou, un cirque? C'est un cirque de rochers qui a été créé il y a plusieurs millions d'années par une érosion maritime qui a été ensuite aggravée par l'érosion éolienne qui a entraîné toutes ces cavités que vous voyez actuellement autour de nous. Par la suite agrandie par les mains de l'homme au Moyen-Âge pour créer les habitations qui étaient présentes dans le site. Alors du coup, si je comprends bien, ici, il y avait la mer au tout départ. Alors au tout départ, il y avait la mer, et c'est cette mer qui a créé toutes ces anfractuosités que vous voyez. Et ensuite, il y a eu le vent. Le vent. Qui a fait encore d'autres trous. Le vent qui a fait d'autres trous, qui a fait des érosions un petit peu partout, qui ont quelquefois de très belles structures. Et après, il y a eu les hommes. Et après, il y a eu les hommes. Alors après, il y a eu les hommes, quand la mer s'est retirée, les zones basses, c'est-à-dire les zones de plaine, étaient des zones marécageuses qui étaient impropres à l'habitation avant le néolithique. Avant le néolithique, on ne pouvait pas habiter dans ces zones-là parce qu'il y avait des maladies importantes, il y avait des maladies graves. Donc les gens se sont montés sur les hauteurs. Donc ce site a été habité depuis le néolithique moyen et pratiquement de façon continue jusqu'à l'époque moderne, c'est-à-dire jusqu'à la dernière guerre encore, le village de la Manon a habité dans ce site.
C'est tout à fait incroyable. On s'y attend pas forcément, parce qu'on est à la Manon, moins de 2000 habitants, l'autoroute A7 à côté. Ouais, c'est insoupçonné. Petit village, mais avec un potentiel architectural et incroyable, quoi. Voilà. Profitant de cette exposition, de cette protection rocheuse à l'est et à l'ouest, ils ont établi un village médiéval à l'intérieur de ce site, en creusant la roche, profitant des fragments de roche qui étaient extraits de là pour construire le château médiéval qui est sur le rocher ici, à l'emplacement d'un castrum romain qui existait antérieurement au 5e siècle et qui est attesté dans les siècles. Plusieurs civilisations. Plusieurs civilisations. Donc on avait un castrum romain au 5e siècle qui est attesté, on sait, on le connaît dans les textes, on sait qu'il existait. Et après, donc, au Moyen-Âge, on a construit des maisons tout autour de ces falaises. Et on a construit les deux remparts de protection que vous voyez ici, un rempart sud et un rempart nord. Qui protègent ce cirque, ce trou dans la roche. Voilà. Et alors, vous aviez dans ma vision cette petite lampe également. Alors, cette petite lampe est une lampe qui a été découverte sur le plateau Saint-Jean, là-haut, et qui est une lampe campanienne qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Ce qui rapporte encore à une civilisation supplémentaire depuis la préhistoire. Mais pratiquement depuis le néolithique moyen, il n'y a eu aucun abandon du site. On a des traces de toutes les périodes, donc de la période préhistorique, de la proto-histoire à l'âge du fer, de l'âge du bronze, des Romains, des Grecs, puisqu'on a beaucoup de céramiques grecques sur là-haut qui étaient liées au commerce avec Marseille. Donc on a des céramiques grecques qui sont au musée actuellement. Voilà. Et il y avait un oppidum celto-ligure sur le plateau Saint-Jean. Aussi. Dis donc, tout le monde est passé par Calès. Voilà. Donc toutes les époques sont représentées dans cet espace. Et alors du coup, ces habitats troglodytiques, on peut les visiter? Mais bien entendu, et ça sera avec grand plaisir que je vous ferai partager ce que je ressens moi-même. Eh bien, je vous suis. On y va. Le terrain semble délicat, non? Donnez-moi la main. Allez. Voilà. Hop là. Eh ben, vous savez quoi? Donnez-moi le bras plutôt. Voilà. Je me sens plus en sécurité comme ça. Voilà. C'est incroyable. Et vous baladez là-dedans depuis que vous avez 8 ans? Ah, depuis toujours. Il y a un petit trou. Et là, ça donne sur quoi, ce petit trou? Ah, mais c'est une douche? Donnez-moi le bras. Bon, allez, en avant, parce que c'est vrai que là, je risque un peu de me casser la figure. Vous voyez toujours, tout ce que vous voyez en haut, là, c'est des horizons éoliennes. Ensuite, on a le creusement de ces grottes par les gens du Moyen-Âge, qui ont ensuite installé des trous de poutres pour avancer les maisons, en fait. Les maisons. Ah oui, parce qu'en fait, il y a le fond des maisons et en fait, ça venait jusqu'ici. Les maisons venaient jusqu'ici, donc on voit encore les traces là, avec les trous d'implantation des poutres qui permettaient quelquefois d'avoir plusieurs étages. Et il est évident que là-dessous, il y a toutes les fondations des maisons qui étaient devant cette falaise, quoi. Qui dit plusieurs civilisations, dit plusieurs religions, plusieurs cultes. Évidemment. Il y a eu des lieux de culte qui se sont installés, quoi, et en particulier des cultes anciens et des cultes dont on parle très peu et qui ne sont pas des cultes régionaux, qui sont des cultes importés et qui ont été suivis par les légions romaines qui ont occupé le site. On sait par les textes qu'il existait au niveau du château médiéval un castrum romain au 5e siècle, on a dans les textes ça, et qui dit castrum romain dit temple de Mitra. Pourquoi Mitra? Parce que c'est un culte qui est originaire d'Iran. On le retrouve déjà 2500 ans avant le Christ en Iran. Et il s'est propagé progressivement vers l'ouest à la période grecque hellénistique, puis à la période romaine. Et on a compté à Rome, au 1er siècle à Rome, 150 temples de Mitra dans la cité de Rome. Et ici, dans le cirque de Calès? Et ici, dans le cirque de Calès, parce qu'il y avait cette implantation d'un castrum romain et que Vermaseren, qui était un archéologue, disait qu'il suffisait que les aigles romaines soient implantés dans un castrum pour que le culte de Mitra s'y développât aussitôt. Parce que les légionnaires croyaient au culte de Mitra. C'était un culte qui était un culte de loyauté, donc les légionnaires étaient très attachés à ce culte, et la plupart des légionnaires étaient des adeptes de Mitra. Alors on a des traces ici. Et donc chaque fois, ils implantaient un temple. Et on a des traces on a un élément ici rocheux,
Nous avons repris cette hypothèse parce que les anciens érudits du village avaient émis l'hypothèse d'un temple de Mitra dans ce site. Et donc nous avons voulu rechercher dans les textes et autour de ça et architecturellement ce qui correspondait au culte de Mitra et savoir si les structures que nous avions ici dans Calès pouvaient effectivement se rapprocher de ça. Et vous allez voir qu'il y a effectivement des ressemblances extrêmement frappantes. Vous m'y amenez? Voilà. Je vous y amène. Allez, encore une fois avec plaisir, j'espère. Hein. C'est une histoire étonnante que ce culte de Mitra, un culte venu de Perse, enfin d'Iran. Alors, ils pratiquaient des rituels, ils recherchaient la vie éternelle. Absolument. Mais alors, ici, si on est dans le temple consacré à la divinité Mitra, qu'est-ce que les initiés pratiquaient ici? Alors, les initiés pratiquaient des cérémonies. C'était encore une fois un culte qui était très proche du culte chrétien. Hein, donc un culte à mystère. Un culte à mystère, mais quand même un culte de loyauté, de devoir quand même. Donc, il y avait des stades d'initiation. Pour obtenir le dernier stade d'initiation, qui était le stade de père, il fallait passer par 7 stades qui correspondaient aux 7 planètes connues actuellement. Donc on avait 7 stades d'initiation, la dernière se terminant par le fameux sacrifice taurobolique où l'adepte recevait sur lui le sang du taureau qui le purifiait, qui lui donnait la force, qui lui donnait le courage, etc. Et là, donc, il était arrivé au stade final de son initiation. Ils avaient des masques, non, pendant Ils avaient des masques qui correspondaient à chaque degré d'initiation. Dans les degrés d'initiation, il y avait le lion, le corbeau, etc. Chacun avait un masque correspondant à son degré d'initiation. Dans cette pièce-là, il n'y avait que quelques dizaines d'adeptes, pas plus. La partie où nous sommes ici, il y avait l'autel, toujours situé à l'ouest, dans les temples de Mitra. Il y avait une cloison qui séparait les prêtres de Mitra des adeptes. Donc les cultes étaient faits à l'intérieur de ce temple. Il n'y avait pas de femmes qui étaient admises dans le culte de Mitra. Que des hommes. C'était un culte uniquement réservé aux hommes, qui est probablement qui a participé à sa perte, probablement. Alors comment on sait que ici c'était un temple de Mitra? Alors voilà, donc les hypothèses que nous avons mises, et nous sommes servis de textes anciens pour le déterminer. Les adeptes de Mitra choisissaient pour faire leur temple un cirque de rochers. Ils entamaient la roche de sorte qu'au moins 2 des parois de l'édifice soient faites de pierres vives. Des banquettes latérales creusées dans le rocher servaient à asseoir les adeptes. Il y avait un escalier qui descendait dans la pièce. L'autel était toujours à l'ouest. La couverture de l'édifice était faite de 7 arcades, dont vous avez les 7 emplacements correspondant aux 7 degrés d'initiation et aux 7 planètes, les Pléiades. C'était des arcs diaphragmes recouverts d'une charpente de bois. Il n'y avait comme ouverture dans les temples de Mitra que les portes d'entrée. Il n'y avait pas d'autre ouverture. Là, la porte que vous avez ici communique avec les pièces accessoires destinées aux prêtres. D'accord. Alors vous savez, moi, dans ma quête initiatique un peu finalement, je recherche les secrets, les choses cachées. Alors donc déjà j'ai découvert un nouveau culte, une nouvelle religion, mais il n'y a pas... Le monde souterrain par exemple. Ah bah amenez-moi. Ah ben je vous amène. Suivez-moi. Alors avant que vous m'ameniez dans les entrailles de la Terre, j'ai cru comprendre qu'on vous avait fait un cadeau pour conserver cette ville multimillénaire. Oh là là, je comprends. Et on nous a fait un cadeau inestimable, qui est une somme que nous a donnée, que nous a léguée une dame d'Aiguière, qui est une somme de 1 400 000 € qui va nous permettre de participer à la restauration de ce site de Calès qu'elle adorait et du village de la Manon qu'elle adorait également. Donc c'est une amoureuse qui... C'est une amoureuse qui a légué sa fortune pour nous, quoi, donc avec un grand plaisir. Alors oui, je vois que c'est l'entrée, c'est la suite, c'est le trou C'est noir. la suite. À partir de là, vous allez rentrer dans le monde souterrain. Je ne vais pas vous accompagner. J'y vais toute seule? Je pense que vous avez là tout ce qu'il faut. Mais c'est un trou noir. Non, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Il faut avoir une grande confiance en soi. Vous serez dans les entrailles de la terre sans problème. Ok. Je vous fais confiance, hein. La Manon, village de 2000 âmes actuellement, coincé entre les Alpilles et l'autoroute A7. Mais à la Manon, il y a aussi des secrets, bien gardés, bien cachés, peut-être même un peu trop bien cachés pour moi. Mais puisqu'on se retrouve dans les entrailles de la Terre, voyons jusqu'où ça nous mène.